Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver. Voici les titres. On va commencer par notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter et les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers? Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran. Et on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique? Je vais vous parler d'une make-up routine un peu particulière puisque je vais évoquer un maquillage anti-reconnaissance faciale, encore une fois, véritable bouclier contre l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur. On découvre ça tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis c'est notre grande question du jour. Alors que les élèves ont repris récemment le chemin de l'école, il faut aussi rappeler que pour beaucoup, la rentrée peut être aussi synonyme de stress, d'angoisse, d'anxiété et parfois de harcèlement, et notamment en ligne. Voici donc un fléau dont on ne parlera jamais assez. Et School TV prend part à la sensibilisation dès cette rentrée. Et pour m'accompagner, nous avons aujourd'hui deux invités à mes côtés qui ne connaissent que trop bien ce sujet. D'abord, Axelle Dessein. Bonjour Axelle. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver sur le plateau. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes directrice d'Internet sans crainte, le programme national de sensibilisation pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique. Et puis vous êtes accompagné aujourd'hui de Nathan Smadja. Bonjour. Vous êtes étudiant en droit à l'Université de Nanterre et fondateur de l'association Résiste. On en parle dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy, qui nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Bravo, tu as gagné licorne d'or. Ouais, super. Les enfants, vous avez passé toute la journée devant vos écrans. Ce serait pas mal d'aller dans vos chambres et de jouer avec de vrais jouets, non? Ah, enfin, on va pouvoir souffler. J'ai le processeur qui commence à chauffer. On ferme, on éteint, on arrête, on range tout ça. Vous avez plein de jouets là-haut, alors montez, vous amusez. Au secours, j'ai la tête qui tourne. Bon, je vous ai dit d'arrêter avec les écrans. Non, j'ai rien dit. Faut nous sortir de là. Vous l'avez compris? Il faut privilégier les activités qui vont booster votre motricité et votre imagination. Alors, jouez aussi sans moi. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Je me mettrai en veille. Quelqu'un a vu ma planche à découper? Eh ben voilà. Ça fera très bien l'affaire, ça. Allez, autre chose à présent. Ils se battent au quotidien pour sensibiliser, accompagner et protéger nos enfants face à ces fléaux. Et avec eux, on va tenter aujourd'hui de décrypter les mécanismes du harcèlement et du cyberharcèlement, comprendre aussi leurs impacts, mais aussi découvrir des initiatives concrètes qu'ils portent chacun pour y faire face. Bienvenue dans l'École du Futur. On démarre tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui, pour rappel, à mes côtés, pour en parler, Axelle Dessein et Nathan Smadja. Nathan, on va commencer par vous, si vous le voulez bien. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau et c'est un vrai plaisir. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas votre histoire, qui vous êtes, à l'âge de 11 ans, Nathan, vous entrez en classe de 6e dans un établissement public à Paris. Très vite, un groupe d'élèves commence à s'en prendre à vous de manière régulière, de plus en plus régulière même. Et malgré des signalements à la direction de l'établissement, rien ne bouge. Les insultes deviennent alors de plus en plus fréquentes. Et vos harceleurs iront jusqu'à vous agresser physiquement. C'est ce qui vous a poussé à vous engager justement sur le harcèlement et le cyberharcèlement et à créer une association, l'association Résiste. J'ai effectivement été harcelé à l'âge de 11 ans, en 6e. Ça a d'abord commencé avec des insultes liées à mon origine juive et à ma supposée sexualité. Et ensuite, on m'a agressé sexuellement, notamment à la piscine, pour voir si j'étais bien circoncis. Donc ça allait extrêmement loin. On a déposé plainte, rien n'a été fait et la direction était plutôt du côté des harceleurs. Donc, ce qui est quand même assez incroyable, même il y a une dizaine d'années, j'imagine que c'était à ce moment-là.
c'est quelque chose qu'on voit régulièrement quand même dans les établissements scolaires, à ce point, ce manque de soutien Ce qui me frappe, c'est que cette année, ça fera quasiment 10 ans. Et que j'entends encore je reçois dans ma boîte mail encore beaucoup d'histoires de familles où j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de similarités. Ça m'inquiète, mais j'ai quand même envie de rester optimiste parce qu'on voit que ça bouge. On voit que depuis 2017 notamment, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Je pense au programme phare, au plan de lutte contre le harcèlement de l'année dernière, le 30-18. Donc voilà, il y a plein de choses qui bougent. Les académies qui sont beaucoup plus vigilants avec le sujet. Mais on a encore quelques petits soucis d'attention. Il y a encore un peu de boulot à faire. Exactement. En tout cas, merci de partager votre histoire. Vous êtes accompagné d'Axel Desain, quand je vous ai reçu la saison dernière sur le plateau de l'École du Futur pour évoquer justement ce sujet. Vous me disiez que le harcèlement et le cyberharcèlement, évidemment, ce sont deux fléaux dont l'importance, la prévalence sont difficiles à mesurer. En tout cas, c'était le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, un an plus tard ou presque, c'est toujours le cas? Ou est-ce que des progrès, des enquêtes ont été menées et permettent de mettre un chiffre peut-être un peu plus précis sur ce qu'il se passe dans les salles de classe et en dehors? Oui, on a des informations assez précises. Il y a plusieurs... on est quand même sur un rapport de 1 enfant sur 10 qui serait concerné par le harcèlement. C'est énorme, à l'échelle d'une classe ou d'un établissement. Et ensuite, quand on parle de cyberharcèlement, on sait qu'aujourd'hui, c'est à peu près 1 enfant. Et puis, j'ai envie de dire ensuite 1 ado sur 4 qui est concerné par ce phénomène. Donc, ce n'est absolument pas anecdotique. Donc oui, il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie reconnaissance du problème. Il y a ce programme phare qui a été mis en place. Il y a des outils aussi à la disposition du public, comme le 30-18, pour pouvoir faire face. Mais on est peut-être qu'encore confronté quand même à une certaine idée que la parole de l'enfant n'est pas forcément importante, entendue, que les histoires d'enfants ne seraient pas aussi importantes que ce que peuvent vivre des adultes. Et c'est peut-être pas cette parole-là qu'il faut davantage écouter aujourd'hui. En fait. Oui, on a tendance, on a tendance à dire petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. C'est un dicton qui est bien ancré. Donc, cette parole de l'enfant, elle a tendance à être minimisée. Je pense que je ne sais pas quel est le sentiment de Nathan, mais je pense qu'il y a pas mal de travail à faire encore à ce niveau-là. L'année dernière, on a beaucoup parlé de la violence chez les jeunes et on a mis ça en lien avec le harcèlement scolaire. Moi, j'ai tendance à dire que pour moi, la violence dans les établissements scolaires est forcément corrélée à la montée de la violence dans la société. Et qu'en fait, c'est juste le reflet de ce qui se passe dans les foyers et dans la société en général. Et c'est un constat qui m'attriste, mais je crois avoir raison. Quand je me déplace dans les établissements scolaires, je prends toujours le temps de parler aux enseignants qui me disent qu'il y a quand même beaucoup de problèmes avec les parents qui ne prennent pas forcément leurs responsabilités. Et donc, oui, il y a une question de la prise en charge et de l'écoute de l'enfant. Et il y a aussi une question de à quel moment est-ce que le parent s'implique au point de se rendre compte de ce qui se passe dans la cour de récréation. S'impliquer dans l'éducation de ses enfants et quand il est témoin ou qu'il est au courant en tout cas que son élève est harcelé ou harceleur, effectivement il y a des actions à prendre et à mettre en place. Internet sans crainte publie aussi en cette rentrée 2024 les résultats d'une enquête justement menée auprès de 1000 parents dont les enfants entrent en 6e pour connaître les pratiques numériques de leurs enfants et leurs projets d'équipement à l'entrée en 6e dans le cadre de la campagne de sensibilisation Bienvenue les 6e. Quels en sont dans les grandes lignes les grands enseignements, les principaux enseignements, Axel? On voit quand même que les parents sont encore pas mal stressés sur cette question d'accompagnement de leur enfant sur les écrans. Se poser aussi la question de cet équipement. D'ailleurs, on les a questionnés là-dessus. Est-ce qu'ils envisagent d'équiper ou non leur enfant d'un téléphone? C'est un peu l'enjeu en général à entrer au collège. C'est vrai. Et on voit que pour 1 sur 2, oui, ils vont équiper leur enfant d'un téléphone et d'un smartphone dans 30% des cas. Alors quand on a fait notre enquête, on avait encore 20% de parents qui n'avaient pas pris leur décision. Donc c'est certainement plus de la moitié des enfants qui seront équipés. Et face à cet équipement, ils se sentent aussi pas forcément assez outillés. Ils constatent qu'il y a déjà des tensions aussi autour des écrans chez eux. Ils craignent d'ailleurs que cette entrée au collège vienne l'accentuer. Quel regard vous portez aujourd'hui, Nathan, sur la prévention du harcèlement scolaire aujourd'hui? On l'a dit, vous êtes
nombreux à agir sur le sujet, à intervenir, vous l'avez dit aussi, de par votre association Résiste dans les écoles. On a quand même un ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui lors de son mandat a régulièrement pris la parole sur le harcèlement dont il a fait l'objet, notamment plus jeune, dont il fait encore objet aujourd'hui. Il s'est engagé à faire en sorte que les choses changent. Est-ce que quelques mois plus tard, les choses ont vraiment changé ? Je crois que collectivement, la société s'est rendue compte de ce qui se passait réellement dans les écoles et de la gravité de ce que c'est le harcèlement scolaire. Après, on a quand même Moi, je crois véritablement que le seul rempart contre le harcèlement, ça reste la prévention et l'éducation. Et sur ce volet-là, en fonction des établissements, en fonction de tel ou tel problème, eh ben, on se rend compte que c'est pas très égal d'établissement en établissement. Donc, je pense que collectivement, on se rend compte qu'il y a un problème. Après, si on prend un peu de recul et qu'on fait un état des lieux, c'est encore un peu compliqué. Vous partagez cet avis, Axel ? Est-ce que malgré tout, la parole se libère de plus en plus ? Oui, mais Nathan a raison. En fait, il faut aujourd'hui systématiser cette éducation au numérique, cette prévention sur le harcèlement et le cyberharcèlement, parce que je pense que c'est important de rappeler que dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui, pour un enfant et pour un adolescent, mais très tôt pour un enfant, ce harcèlement, il se poursuit aussi dans son espace numérique. Ce cyberharcèlement, en général, il est vécu par... voilà, on est victime d'enfants qu'on connaît déjà. Et je pense avoir conscience, il faut prendre conscience aussi, que cette prévention, elle se fait à différents niveaux. Donc il y a un travail à faire, effectivement, sur l'empathie, un travail à faire, Nathan évoquait la violence, effectivement, les jeunes sont confrontés à énormément de violence en ligne notamment, qui est aujourd'hui banalisée. C'est difficile d'avoir des repères par rapport à ça. Et puis il y a toute une éducation, parce que ça se poursuit sur les écrans, sur les réseaux, à une bonne utilisation de ces réseaux, à des règles sur les échanges en ligne. En tout cas, dans notre enquête, on a pu voir que le cyberharcèlement, parce que était la deuxième préoccupation des parents quant à l'entrée de leur enfant au collège. Au collège. Donc ils y sont quand même sensibilisés. Cette sensibilisation, elle doit se faire au niveau des enfants, mais aussi et surtout des parents. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi au sein de votre association Résiste, Nathan ? On ne peut plus parler de harcèlement sans parler de cyberharcèlement. Ouais. De toute façon, c'est forcément corrélé aujourd'hui. Donc, les parents sont inquiets, mais pour autant, et là, c'est peut-être mon petit côté défaitiste, mais j'ai quand même l'impression qu'on aura toujours... on sera toujours en retard par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à l'utilisation des téléphones portables, parce qu'on a eu un temps de réaction par rapport au problème qui fait qu'on a des générations qui sont déjà équipées. Leur dire demain, tu n'auras plus de téléphone portable, ça me semble un peu compliqué. Donc évidemment, il y a de l'éducation à faire autour du sujet. Mais bon, je ne suis pas très optimiste sur le sujet, mais je crois au pouvoir d'Axel de faire changer les choses. Le message n'est pas forcément de ne pas avoir de téléphone portable, parce que de toute façon, plus quand le message c'est l'interdit, on oublie de donner peut-être les clés qui sont essentielles pour pouvoir être confronté à des situations et savoir comment agir. Non, je pense qu'il faut dire aux parents que ces messages de prévention, ils sont hyper accessibles, parce que justement, ils passent beaucoup sur du bon sens, sur des règles de respect, se rappeler qu'il y a une vraie personne derrière l'écran, qu'on se parle avec politesse, aussi pour des questions légales, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire en ligne. Donc voilà, il y a un certain nombre de messages qui peuvent passer par les parents, résonner auprès de l'école et qui sont plutôt de l'ordre du bon sens et accessibles à tous. Et ces messages, vous ne faites que les transmettre aussi jour après jour de par aux différentes initiatives. On continue à en parler dans un instant si vous voulez bien. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Tracy lands first and Tanner Faust jumps second.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités Axel Dessein et Nathan Smadja. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui, vous allez nous parler de make-up, de maquillage, oui, mais d'un maquillage un peu particulier, puisqu'il a pour visée de déjouer justement les technologies de reconnaissance faciale. Absolument. Comment lutter contre des caméras de surveillance, contre des technologies de reconnaissance biométrique toujours plus nombreuses et toujours plus efficaces? C'est une question que se sont posées pas mal d'artistes. L'un d'entre eux est l'ancien directeur de la technologie chez Yandex, aussi artiste. Il s'appelle Grigory Bakounov. Cet informaticien et artiste russe a développé un algorithme qui permet de brouiller les points de mesure utilisés par la reconnaissance faciale. Et son invention, elle a largement été utilisée et relayée par la communauté activiste. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est comment son vocabulaire formel, il n'est pas né de nulle part. Il appartient, il s'inscrit dans une certaine histoire politique de l'art et de l'art abstrait en particulier. De quelle manière, Jeanne? Eh bien, les formes abstraites de Bakounov, elles font appel à toute une histoire de l'abstraction et de sa censure par les régimes autoritaires, du national-socialisme jusqu'au soviétisme, et particulièrement en Russie. On ne peut pas parler de cette histoire qui a mené à Bakounov sans citer l'un des pères russes de l'abstraction, Kazimir Malevich. Kazimir Malevich, il a développé un vocabulaire formel géométrique qui est rendu célèbre par son carré noir sur fond blanc qu'on voit accroché près du plafond dans l'angle, et ça lui aura valu d'être emprisonné en 1930 à Leningrad par la police soviétique. Et même quand il est sommé, Malevich, de revenir à une figuration d'une façon forcée, eh bien dans l'autoportrait qu'il va réaliser peu après son emprisonnement, il va continuer à travers ces formes abstraites à lutter. Ce qu'on voit avec la position de sa main, eh bien c'est en négatif la forme du carré noir sur fond blanc dont on parlait et qui ici agit comme un symbole de sa liberté. Donc le maquillage anti-IA, c'est une sorte de brique de plus dans cette histoire des formes de la dissidence? Absolument, et c'est aussi c'était aussi le cas avant que Bakounov n'invente son algorithme en 2017. Un autre artiste qui s'appelle Adam Harvey, lui, avait frayé la voie avec ce qu'il avait appelé son CV Dazzle. CV Dazzle, donc, vous remarquerez ici la coupe de cheveux anti-reconnaissance biométrique. Et le CV Dazzle, c'est aussi une référence à l'abstraction inventée par un artiste britannique qui s'appelait Norman Wilkinson, qui, lui, avait décoré un bateau furtif de la Royal Navy. Et l'idée, en fait, avec ces constructions et ces illusions d'optique abstraites, c'était de tromper les périscopes des bateaux ennemis. Les motifs troublaient en effet l'évaluation précise de la direction des bateaux, de leur forme ou encore de leur vitesse. À chaque technologie, ces techniques de camouflage, donc. Absolument. Et le règne de l'image et de l'IA nous force, nous, aujourd'hui, à regorger d'imagination pour trouver des parades toujours de plus en plus folles pour résister à cette reconnaissance permanente. Je finirai donc avec l'invention d'une artiste sino-néerlandaise qui s'appelle Jing Kei Liu. Elle, ce qu'elle a inventé, c'est pour son projet de fin d'études à l'Université des Arts d'Utrecht, un petit vidéoprojecteur portable qui, en fait, transforme son propre visage en autant d'autres visages pour, je cite l'artiste, éviter un jour qu'une publicité ne l'appelle par son prénom. Et quand, en fait, on réfléchit, ces parades, elles dépassent, en fait, largement le domaine de la surveillance. Elles deviennent des vraies alternatives dans une société où le visage est monnaie d'échange, monnaie courante et omniprésente, des Daft Punk jusqu'au groupe The Residents dans la pop, ou en passant ailleurs par les Anonymous ou encore par le comité Invisible, la contre-culture de l'anonymat a donné lieu à ce que certains qualifient de no-facification ou de la création d'une antiface qui semble devenir une alternative de plus en plus désirable. Alors, je dis ça évidemment en passant à la télévision, donc tout est relatif, mais il est possible que pour la prochaine émission, j'emboîte le pas de cette make-up routine anti-IA suite au prochain épisode. Vous allez aborder cette nouvelle coupe. Voilà, vous me verrez qu'à moitié. Parfait. Merci beaucoup, Jeanne Dreyfus, pour cette chronique. Et puis nous, on continue à parler et à sensibiliser sur le sujet du harcèlement et du cyberharcèlement tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue
continue d'en parler avec nos invités, Axel Desaint, la directrice d'Internet sans crainte, et Nathan Smadja, le fondateur de l'association Résiste. On parlait juste avant la chronique de Jeanne ensemble de ce sujet évidemment essentiel de sensibilisation et puis des actions qui pourraient être mises en place de manière concrète dans les écoles et en dehors pour continuer ce travail qui est absolument crucial. Il y a aussi des initiatives qui ont été lancées il y a quelques mois sur ce plateau. En février dernier, on a reçu Malin Ridal sur ce sujet dans l'émission, et notamment sur le sujet du cours d'empathie que vous avez évoqué tout à l'heure, Axel. C'est une bonne idée, selon vous, peut-être, Axel. Est-ce que vous saluez aujourd'hui, dès cette rentrée, leur généralisation dans toutes les écoles de France ? Oui, je pense que c'est une bonne idée. D'abord parce qu'il a été prouvé que l'empathie, ça doit se travailler. Apparemment, c'est une compétence qu'on aurait à la naissance. Et si on ne la travaille pas, eh ben, on a tendance à la perdre. Donc finalement, la travailler, c'est plutôt une bonne idée. Ça ne peut que nous faire du bien. Je le soutiens particulièrement parce que nous, on a créé un programme d'empathie qui s'appelle Empathique chez Internet sans crainte. Pour faire de l'empathie, travailler l'empathie avec les enfants à partir d'extraits de films, pour qu'ils puissent justement travailler sur les émotions d'enfants qui leur ressemblent. Et puis, voilà, se rendre compte aussi que on ne reçoit pas forcément les émotions tous de la même manière. Donc, c'est une bonne manière de découvrir qu'on est différent. Donc, effectivement, c'est une bonne initiative, à condition, effectivement, qu'elle soit généralisée, que les acteurs qui la portent soient bien formés et que ce soit adapté, effectivement, aux élèves. Nathan, Malin Ridal, qui est donc danoise, qui est née dans un pays où elle dit que les gens sont heureux, et au-delà de ça, c'est effectivement prouvé, où le taux de harcèlement scolaire sont parmi quand même les plus faibles d'Europe, nous disait sur le sujet que en fait c'est d'abord un travail sur soi, de mieux comprendre les autres, de mieux comprendre ses émotions, vous en avez parlé, mais sans ces cours d'empathie, cet espace pour apprendre à se connaître et apprendre à connaître l'autre, aujourd'hui il n'existe pas dans les écoles françaises. Aujourd'hui, il existe très peu. On a localement des initiatives qui sont assez chouettes. Quand je me déplace en France, dans certains établissements, il y a des professeurs qui prennent le lead et qui créent des cours qui permettent à l'enfant de se découvrir et de mieux se comprendre. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et sur les cours d'empathie, j'ai peur, mais je trouve assez chouette, j'ai peur qu'on aille trop vite et que tous les professeurs soient formés et donc avoir un mauvais accompagnement qui desserve au contraire plutôt les élèves que de les accompagner. Mais c'est effectivement une initiative qu'il faut soutenir, mais en fait c'est comme toutes les mesures qu'on annonce, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Moi, il y a vraiment un sujet qui me tient à cœur, c'est notamment les parents, qui pour moi est la pierre angulaire de la lutte contre le harcèlement scolaire, et on n'intègre pas encore les parents assez dans les dispositifs et ils se sentent parfois un peu en décalage avec ce qui se passe dans la cour de récréation, j'en parlais tout à l'heure, mais il faut absolument les consulter parce que c'est eux qui en fait peuvent faire le pivot entre ce qui se passe à la maison, ce qui se passe à l'école. Ça peut faire le lien aussi avec les cours d'empathie, mais les parents, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas encore assez présents dans les dispositifs. Vous avez un dispositif d'accompagnement pour les parents chez Internet sans crainte. Oui, tout à fait. On a créé une série qui s'appelle « Parents, parlons-en, le harcèlement », justement pour aider les parents à aborder ce sujet avec leurs enfants. C'est parfois compliqué pour un parent, d'abord de se rendre compte d'abord que son enfant peut être victime, parce qu'on va se sentir aussi coupable de ne pas avoir détecté, de ne pas avoir su l'aider, le protéger. C'est un comportement naturel de parent. Et puis on se sent encore plus coupable si on se rend compte que son enfant est harceleur. Et pourtant, un enfant harceleur a aussi besoin d'être aidé, écouté, comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on se rend compte que les mécaniques quand même du harcèlement, elles sont beaucoup liées à des enjeux de positionnement dans un groupe, des enjeux de popularité qui arrivent au collège, et où on peut être amené à faire les mauvais choix. Alors c'est pas du tout pour soutenir ce comportement, mais pour montrer que les parents aussi, ils ont besoin de clés pour détecter des problèmes et des clés pour en parler, parce que c'est pas forcément un sujet simple. On aimerait être parfait pour son enfant et on aimerait que son enfant soit parfait. Oui, effectivement, le sujet est global. Axel, dans votre enquête aussi dont je parlais tout à l'heure sur Bienvenue les 6e, on apprend aussi que WhatsApp est autorisé par la moitié des parents, alors que dans les faits, cette messagerie, elle est interdite aux moins de 13 ans parce qu'elle a des fonctionnalités de réseaux sociaux. Comment ça s'explique, ce chiffre-là ? Alors c'est vrai que ça nous a un peu surpris. Effectivement, dans notre enquête, on a demandé aux parents quelles applications ils envisageaient d'accepter sur le téléphone de leur enfant à l'entrée en 6e. On voit quand même que les messages sont passés à plus de 95%, ils disent non aux réseaux sociaux. Mais il y en a un qui ressort, c'est WhatsApp, où là, à 43%, ils se disent OK. Donc ça montre qu'il y a encore des messages à faire passer. D'abord parce que WhatsApp
est une messagerie interdite avant 13 ans, donc comme les autres réseaux sociaux. Donc c'est certainement que cette information n'est pas connue. Et puis WhatsApp a aujourd'hui des fonctionnalités très proches des réseaux sociaux. Il y a des stories, il y a des groupes de discussion où on peut discuter avec des inconnus, il y a des messages éphémères, on a des chaînes. Donc plein de choses peut-être que le parent en tant qu'utilisateur de WhatsApp ne voit pas, mais que leur enfant ont très bien saisi. Donc il y a des messages encore à faire passer de prévention. Pour sensibiliser les collégiens au harcèlement, au cyberharcèlement, vous avez aussi créé un Serious Game, Stop la violence, que vous nous avez présenté sur ce même plateau il y a quelques temps. C'est un jeu en ligne dans lequel l'ado se glisse dans la peau d'un enquêteur au collège à la recherche d'indices sur le harcèlement. Est-ce que vous avez aussi de beaux projets pour cette rentrée, pour cette nouvelle année scolaire? Alors déjà, avec l'opération Bienvenue les 6e, vous avez déjà pas mal de boulot. On lance de nouveaux outils, un guide pour les familles, pour justement les aider à accompagner ce premier équipement, ou d'ailleurs de choisir de ne pas équiper, mais même si on n'équipe pas, c'est important de transmettre des messages parce que les enfants vont rencontrer d'autres enfants qui seront équipés ou seront incités à regarder des contenus. Ou même, si on n'est pas équipé, on peut se retrouver victime de harcèlement et de cyberharcèlement parce que sa photo va circuler à notre insu ou des messages malveillants vont circuler. Donc ces messages de prévention, ils sont importants. Et on sort aussi une BD pour les enfants cette année pour justement aborder ce rapport aux écrans de manière humoristique. D'accord. Et puis on a plein de choses à venir, notamment sur la lutte sur le cyberharcèlement sur cette fin d'année, pour parler du consentement aussi avec des enfants. Ah oui. Donc on a plein de choses qui arrivent, mais j'aurai peut-être l'occasion de revenir vous en parler. Bien sûr que vous l'aurez, bien sûr Axel. Je voudrais parler aussi avec Nathan d'une autre proposition politique qui a été faite récemment pour reboucler avec les cours d'empathie, le changement d'école d'un élève responsable de harcèlement, plutôt que d'imposer ce changement à celui ou celle qui en est victime. Est-ce que c'est ça une solution que vous saluez? C'est une solution, une bonne solution. Ouais. Attention. La prudence de Nathan. Non, mais encore une fois, on oublie aussi, dans la lutte contre le harcèlement, l'accompagnement du harceleur. Et changer un enfant d'établissement scolaire parce qu'il a harcelé et le mettre dans un autre établissement sans rien prévoir autour de dispositifs psychologiques, d'accompagnement, etc., c'est extrêmement dangereux parce qu'il va se retrouver dans une cour de récréation où, évidemment, les élèves vont lui demander pourquoi il arrive en cours de route, pourquoi si, et ça peut recréer des situations de harcèlement. Ça va se reproduire. Donc, évidemment que c'est une bonne solution et que c'est logique que ce soit aux harceleurs de partir et plus aux harcelés. Moi, c'était pas normal en fait, j'ai eu la chance d'avoir les parents qui avaient les moyens de me mettre dans le privé. Et ça, est-ce que ça vous a sauvé, ça? Mais ça m'a sauvé la vie. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on est plus protégé en tant qu'élève potentiellement harcelé dans le privé que dans le public? Non. Ça change rien? Ça change rien, mais parce que le harcèlement scolaire existe aussi dans les établissements privés. Moi, j'étais dans un établissement privé hors contrat où on était en effectif extrêmement réduit. Mais encore une fois, si mes parents n'avaient pas eu les moyens, je ne serais pas là en train de vous parler. Parce qu'on ne m'a proposé aucune solution alternative. Donc évidemment que les harceleurs doivent changer d'établissement. Mais, et on en avait parlé à Elisabeth Borne l'année dernière au lancement du plan contre le harcèlement scolaire, il faut faire attention aux harceleurs et à l'accompagnement des harceleurs. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on s'y penche. Mais c'est une mesure à laquelle je tiens parce que sinon, c'est encore plein de mesures qui sont qui ne fonctionnent pas ensemble et on n'y arrivera pas si on n'essaie pas de créer une coordination efficace. Bon, justement, peut-être qu'après cette émission, vous allez travailler ensemble. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la mobilisation, elle est en marche. Merci à tous les deux pour ce que vous faites. Merci aussi de nous avoir raconté vos histoires respectives. Axel Desain, je rappelle que vous êtes directrice d'Internet sans crainte, avec donc le lancement qui a été fait il y a quelques jours de cette campagne. Bienvenue les 6e, bienvenue à tous les 6e de France. Merci aussi à vous, Nathan Smajda, d'avoir été parmi nous. Bravo pour ce que vous faites, fondateur de l'association Résiste. Et puis, je le rappelle, et c'est important pour signaler les situations de cyberharcèlement et pour se faire aider, vous pouvez bien sûr appeler le 3018, le numéro d'appel gratuit, anonyme et confidentiel, et vous n'êtes pas seul. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, on se retrouve dès demain, tous les jours, sur l'École du Futur. Bonne journée.